Donc, il est 19h35, on a attendu patiemment les 5 minutes réglementaires et on va démarrer. Alors, on est à 66 participants, sans doute que d'autres se rajouteront. Donc, bonsoir tout le monde, on va démarrer car je sais aussi qu'il y a quelques matchs de foot ce soir. Alors, on va essayer de tenir le timing. Alors, bien évidemment, on va parler des SCPI ce soir, marché qui connaît des turbulences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous espérons que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été et une belle rentrée. Avant de vous présenter notre magnifique casting de ce soir, quelques rapides mots d'introduction. Vous savez, comme j'en ai l'habitude, je coupe les micros, c'est peut-être un petit peu mal poli, mais c'est pour éviter toujours le petit micro qui est ouvert et on entend le chien de la voisine, l'aspirateur, ou peut-être même ma femme qui me rappelle qu'on fête nos 10 ans de mariage aujourd'hui, blague à part, c'est vrai, en plus, mais je suis avec vous. Du coup, pas de micro, mais des possibilités de poser vos questions via le chat et Colline, qui en a la responsabilité, se fera un magnifique plaisir de vous répondre et de relayer vos questions. Vous avez également la possibilité de vous renommer si vous souhaitez rester discret. C'est comme vous le souhaitez. Donc, cet été, le marché de la pierre-papier a connu d'importantes annonces qui ont suscité des inquiétudes et des questionnements. L'environnement macroéconomique et géopolitique complexe dans lequel nous vivons depuis quelques mois n'est pas sans conséquence sur l'intégralité des marchés, y compris immobiliers. Depuis le début de l'année, plusieurs SCPI ont vu leur prix de la part diminuer fortement. Pour l'heure, il s'agit de 15 d'entre elles, qui représentent plus de 30% par contre du marché en termes de capitalisation, mais d'autres pourraient suivre dans les prochains mois. En tant que cabinet de gestion de patrimoine, je mets des guillemets, on n'a plus trop le droit de dire indépendant, mais nous, on va le dire quand même. Et fidèle à sa volonté de transparence, le cabinet patrimoine consultant Colmar souhaite donc vous éclairer en cette rentrée 2023 sur la situation de ces SCPI, des SCPI, avec la volonté d'agir dans l'intérêt de nos clients. Alors, les questions, elles sont nombreuses. Jusqu'où la baisse des prix peut-elle aller? Quel est l'impact de la hausse des taux sur l'immobilier? Tous les secteurs sont-ils touchés? SCPI jeunes ou anciennes, grosses ou petites? À ces questions et à bien d'autres encore, nous allons essayer d'apporter des réponses claires, précises et, si possible, sans langue de bois. Pour cela, on a le plaisir d'accueillir un magnifique casting avec 3 personnes que vous voyez très certainement à l'écran. Vanessa Rodriguez, directrice des partenariats chez Novaxia. Bonsoir. Pierre-Antoine Burgala, directeur général adjoint d'Iroco. Et, Bonsoir. et Mathieu Navard, directeur commercial de Parev Gestion. Bonsoir à tous. Alors, au sommaire, 4 parties. Nous allons essayer de respecter le timing si c'est possible. On va parler du panorama, bien évidemment, du marché des SCPI. On va essayer de soulever le capot, vous donner les critères de sélection d'une ou de plusieurs bonnes SCPI. Un petit focus quand même sur ce qui nous a animés alors qu'on était à la plage cet été, c'est les valeurs de reconstitution des SCPI. Et enfin, on essaiera tout simplement de répondre à la question SCPI, stop ou encore. Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous faire participer, je crois qu'on est 71, je vais vous faire participer à un rapide petit sondage. Vous pouvez cliquer et j'aimerais savoir quel est, avant cette réunion, votre sentiment sur le marché des SCPI, optimiste, plutôt optimiste, neutre, plutôt pessimiste ou pessimiste. Et ensuite, quels sont les secteurs qui ont votre préférence? Choix multiples, le bureau, le commerce, la santé, la logistique ou divers. Transformation de bureau, crèche. N'hésitez pas à buzzer, c'est gratuit, ça coûte rien, donc allez-y. Je vous laisse quelques petites secondes. Je montre rapidement, c'est bien. Bien, ça monte, ça monte, ça monte. On a 60% de participants, ça veut dire que tout le monde ne dort pas derrière l'écran déjà, c'est pas mal. Il n'y a pas que ma famille qui est connectée, c'est bien. Allez, encore un petit effort et on va arrêter là. Ouais, c'est pas mal. 75% de participants. Allez, les derniers. J'attends juste 75 et c'est bon. Allez, c'est tout bon. Je mets fin au sondage. Hop, je partage les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas.
Mais en tout cas, on a un sentiment plutôt neutre, une personne sur deux qui est plutôt neutre sur quel est le sentiment sur les SCPI, 18% de plutôt positif ou positif et un petit quart, on va dire, de négatif. Sur La les bonne nouvelle, secteurs, c'est qu'il n'y a pas grand monde de pessimistes totalement. voilà, c'est ça, c'est déjà pas mal. Et Déjà. après, sur les secteurs qui ont votre préférence, alors je dirais sans surprise, on a le bureau qui arrive en queue de peloton, mais talonné de près par le commerce. Du coup, Mathieu, tu auras un petit peu de travail. La santé, c'est normal, on en parle beaucoup. La logistique, donc on parle de plus en plus. Et le divers qui arrive aussi en bonne position. Merci pour votre participation. Alors, comme dit, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le panorama des SCPI. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Mathieu pour un panorama global du marché des SCPI. Bien évidemment, je vais demander à tous les interlocuteurs d'être le plus pédagogue possible. Si possible, on évite le jargon habituel, les anglicismes, pardon. Mathieu, je te passe la parole. Un petit point marché et nous dire comment on en est arrivé là, s'il te plaît. Avec plaisir, bonjour, bonsoir plutôt à tous. Je suis ravi et merci au cabinet de nous convier ce soir. On en est vraiment très très heureux. Alors effectivement, on vit une période particulière et Emmanuel, tu l'évoquais, l'été n'a pas manqué d'apporter son lot finalement, d'informations à la fois parfois contradictoires et puis qui ont fait grand bruit dans la presse. Donc c'est important de recontextualiser la chose. Chez Parev Gestion, on existe depuis un petit peu plus de 30 ans. Et on a vu l'envolée des CPI, la collecte grimper progressivement. J'aime rappeler qu'avant 2010, finalement, même l'année 2009, la collecte SCPI sur le marché, c'était à peine, finalement, 1 milliard d'euros. Et en 2022, on a collecté quasiment 10 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'ensemble des SCPI du marché ont collecté 10 milliards d'euros net et ont atteint une capitalisation relativement record, en tout cas à quasiment 90 milliards d'euros. Donc, pour commencer en pédagogie, en tout cas, nous n'évoquerons que ces deux chiffres sur le graphique, mais qui sont tout à fait évocateurs parce qu'ils sont à mettre au regard d'un marché immobilier. En 2022, en France, il y a quelques 25 milliards de transactions. Et donc, quand les SCPI collectent 10, nous savons que c'est quasiment 80% qui vont être investis sur le marché français. Donc, ce n'est pas neutre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les SCPI ont vraiment pris leur place finalement sur le marché de l'épargne et de l'épargne de long terme. Et pourtant, tu l'évoquais, depuis cet été, ça swing. Je dis ça swing, mais volontairement parce que effectivement, certaines SCPI ont annoncé des baisses de prix de part. Pour essayer de comprendre d'où cela vient, je voulais vous montrer un graphique, si tu peux passer la slide, Emmanuel, qui me semble tout à fait essentiel. Quand on parle d'immobilier, nous, ce qu'on regarde en tant que gérant, nous regardons ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque, c'est quoi? C'est ce qui va rémunérer le risque lié à l'immobilier. Autrement dit, des risques locatifs, des possibles risques de liquidité, des risques de gestion. Autrement dit, c'est la différence entre le taux sans risque et finalement ce qu'offre l'immobilier. Alors, on compare très souvent, et vous l'avez à l'écran, l'OAT 10 ans, qui est considéré comme le taux sans risque, hein, pour le faire très simple, et ce qu'offre finalement le taux prime. Et ici, j'ai retenu Paris QCA. Et je me suis amusé à cet exercice de remonter à 1991. C'est la date d'anniversaire de Paris, enfin 32 ans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et on le voit à l'écran, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le contexte est novateur parce que nous avons vécu en un an une hausse extrêmement brutale des taux directeurs. Et si on devait retenir d'ailleurs une chose aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas, et je crois que nous serons tous les trois assez affirmatifs là-dessus, face à une crise immobilière, pas du tout. Il n'y a aucun fondamental de crise immobilière. Par contre, nous sommes sur une crise financière qui impacte la matière immobilière. Si tu peux cliquer, Emmanuel, vont apparaître trois flèches qui vont vous montrer que depuis 91, finalement, non, juste après, Ah, je crois qu'après, on n'a plus le. voilà, c'est Ouais, ouais, formidable. super. À trois reprises, en 92, 2007 et 99 d'ailleurs, on a déjà eu cette croisée des taux, c'est-à-dire des augmentations brutales des taux directeurs qui ont mené à quoi? Et ce sont mes petites flèches qui montent en diagonale. Pardonnez ma qualité graphique, je n'ai pas un art marketing suffisant, hein, mais à une décompression immobilière. Vous le voyez, alors ces courbes finalement orange qui grimpent dès qu'elles croisent la courbe des taux directeurs, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle une décompression. Ça veut dire que l'immobilier doit reprendre sa prime de risque et le rendement doit augmenter. Et c'est ce que nous sommes en train
de connecter sur le marché européen, c'est-à-dire une décompression progressive du marché, de manière à reconstituer progressivement cette prime de risque. Le fait que cette prime de risque finalement n'existe plus et qu'on sorte de ce tunnel progressif, ça a conduit à deux choses. D'abord, à re-questionner notre capacité à créer de la valeur, du rendement, hein, pour faire très très simple. Et puis dans un second temps, dès lors qu'on questionne le rendement, on questionne la valeur des actifs sous-jacents. Et dans ce cadre-là, d'où viennent tous les éléments de cet été? Ils viennent du fait que l'autorité des marchés financiers a appelé toutes les acteurs sociétés de gestion, et nous sommes trois autour de cette table, en nous disant, voilà, les choses vont très vite, les taux montent, nous pensons que les actifs sont en train de se réévaluer, de reprendre un nouveau prix. Merci de faire l'évaluation de ces actifs, de revoir ce qu'on appelle la de reconstitution. On verra un petit peu plus tard ce que c'est précisément. Mais autrement dit, merci d'expertiser vos actifs. Et moi, je trouve ça très sain, c'est de dire aux associés, finalement, ayez une valeur à mi-année, lorsqu'habituellement c'est annuellement que ça se fait, de ce que vaut véritablement votre portefeuille à un instant T. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des résultats qui sont extrêmement divers sur le marché, et j'en terminerai par là, c'est que finalement, ceux qui ont qu'est-ce qui est finalement a créé certaines décotes sur le marché et certains prix de part? Il y a trois éléments qu'on peut retenir ensemble, et puis je passerai la main à mes confrères qui ont certainement beaucoup de choses à dire également. Le premier, c'est un élément de temporalité. La SCPI, c'est un produit de cycle long qui achète sur le long. Et qui achète à différents moments de marché, à des moments où ça vaut un petit peu plus cher et puis des moments où ça vaut un petit peu moins cher. Il est évident que si une SCPI a constitué son patrimoine de manière très forte sur des années où l'immobilier valait cher, eh bien structurellement, elle aura du mal à regagner de la valeur par la suite. Le deuxième élément, finalement, c'est l'élément classe d'actifs. Sur classe d'actifs, je suis exposé. Tu évoquais 15 SCPI qui ont des cotés, Emmanuel. Nous pouvons en ajouter quelques-unes à la liste depuis quelques jours. Il me semble que nous sommes à 22 très précisément, et à 90% d'exposition bureau, et bureau de très grande superficie. Mais est-ce, et ça c'est une question qu'on se pose ensemble, est-ce vraiment une nouveauté, est-ce une surprise depuis 2020? Nous savons que les bureaux de très grande typologie, finalement de très, très grande surface, en périphérie des villes, souffrent de beaucoup de choses, mais souffrent et perdent en valeur. Donc ce n'est pas, à notre sens, une nouveauté. Et enfin, le dernier élément, après la temporalité de construction de portefeuille, après la classe d'actifs, les bureaux n'ont pas réagi de la même manière que les commerces n'ont pas finalement la même réaction que la logistique, on pourrait tous les faire comme ça. Eh bien, il y a l'élément territoire. L'Europe a corrigé extrêmement vite lorsque le marché français est arrivé un petit peu derrière. Alors tout ça pour dire, c'était, je l'espère, un pas trop long monologue, mais que ces explications, finalement, ces baisses de prix de part ne reflètent pas totalement la SCPI, mais reflètent les sous-jacents immobiliers qu'elles détiennent, les moments finalement auxquels ils ont été acquis, et c'est pour cette raison qu'il y a une vraie disparité de marché aujourd'hui que l'on constate. Super, Mathieu, merci Mathieu. j'ai juste une petite question auquel tu pourras peut-être répondre. Donc on a quelqu'un qui nous demande, il faut des logements en France, il devrait y avoir des opportunités sur ce marché. Quel sera le moment de revenir? Sur le marché du logement? C'est ça. Alors, alors, nous gérons, pour rappel, donc par gestion, on gère 2 milliards d'actifs, 1 milliard globalement en Europe, 1 milliard en France, et on a 350 millions d'euros de logement sur un fonds extrêmement dédié, dont on parlera moins ce soir. Mais ce qu'on remarque sur le marché, c'est une accalmie globale, et pour plusieurs raisons. D'abord, le logement ne répond pas aux mêmes fondamentaux économiques que les autres classes d'actifs que l'on pourra évoquer ce soir. C'est de répondre davantage à une demande de logement qu'autre chose, mais dont on note qu'il y a encore une pénurie. Je crois que les derniers chiffres publics réclameraient qu'on construise 500 000 logements par an pour arriver au bout de cette pénurie. On arrive à peine à en produire 250 ou 300 000. Donc, des fondamentaux économiques qui sont très, très différents. Un marché qui est complètement à l'arrêt. Alors, on le voit absolument partout, finalement. Le marché, il n'y a aucune transaction sur le logement. Voilà, pour faire très simple. Et je me suis éloigné de la question, Colline, pardonne-moi. Mais de fait, je terminerai par là, il y a une grande incertitude, naturellement. Mais cette incertitude est nourrie par le fait que les gens doivent se loger quand même. Donc, Bien sûr. mon portefeuille, c'est assez peu dégradé, finalement, si c'est une réponse.
Alors c'est vrai, hein, Merci. j'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à poser des questions hein, dans le chat et on y répondra, bah, soit au fur et à mesure, nos interlocuteurs pourront y répondre, soit nous-mêmes, et sinon on pourra bien sûr y répondre au fur et à mesure de la discussion. Hein. Donc faut surtout pas hésiter, hein, c'est le moment, c'est une opération porte ouverte, on ouvre le capot du moteur, donc n'hésitez pas. Donc je vais poursuivre avec, si je résume, hein, donc il y a des corrections suite à la hausse des taux, mais c'est plutôt financier qu'immobilier. Tout le marché n'est pas impacté de la même façon. Je vais demander à Pierre-Antoine donc du coup de compléter s'il le souhaite, mais également de nous donner son éclairage peut-être sur l'impact de la composante rendement, l'impact de cette hausse de taux, ce que ça peut avoir en termes de rentabilité future pour nos épargnants. Ouais. Bon, Mathieu a dit beaucoup de choses et je le remercie. Il a simplifié le travail de tous. Effectivement, on parle beaucoup de crise immobilière. Je le partage. On est plus dans une crise économique. Il y a une confusion entre crise économique et crise immobilière qui d'ailleurs devient une crise de liquidité, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec de l'immobilier qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit et très bien exposé Mathieu, c'est directement lié aux taux directeurs qui ont flambé depuis un an. Ce qui a été très dur à encaisser, en fait, c'est la rapidité et même l'agressivité de la flambée des taux. On s'est pris 400 points de base quand même en un an, donc c'était très violent. Et l'immobilier, contrairement à d'autres classes d'actifs, alors quand je parle de classe d'actifs, je parle de la classe d'actifs actions, obligations, etc., est une classe d'actifs qui déteste les chocs. Mais vraiment qui déteste les chocs, qui déteste la surréaction. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est la classe d'actifs qui a le plus réagi. Et donc, c'est vrai, je partage complètement ce que dit Mathieu, c'est-à-dire que euh, une fois qu'on a tiré sur l'ambulance, on va tirer sur l'ambulance la plus faible, quand il y a plusieurs ambulances, et l'ambulance la plus faible, c'est les bureaux. Et les bureaux, effectivement, c'est structurel, c'est pas nouveau. La réorganisation du bureau, elle date même depuis 2017-2018. Un de nos confrères, d'ailleurs, autour de la table, c'est sa spécialité, hein, Novaxia, c'est la transformation de bureau à logement. Donc, effectivement, ça a été la première classe d'actifs, un secteur d'activité de l'immobilier à souffrir. Néanmoins, comme l'a dit Mathieu, bah, une fois qu'on a dit ça, effectivement, quand on compare avec l'OAT 10 ans, donc comme il l'a dit, c'est pour rappel l'actif sans risque par nature en France, bah, toutes les classes d'actifs doivent réagir. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement le bureau. Et là, ce que montre cette slide sur le côté, donc sur la droite, c'est que ça a commencé par la plus faible, entre guillemets, celle qui était euh, la plus en difficulté, parce que réorganisation du travail, télétravail. Mais encore une fois, c'est des concepts que vous avez déjà entendus, hospitality, comment je mets des lieux de partage, de convivialité dans les bureaux, je suppose qu'on va en parler après. Mais la réalité, et ça, votre sondage m'a fait sourire parce que on voit que dans l'imaginaire collectif, les autres classes d'actifs sont très résilientes. La réalité, c'est qu'elles vont toutes, d'une manière ou d'une autre, se faire attraper. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une reconstitution entre euh, justement ce qu'a tout à l'heure nommé Mathieu, la prime de risque. Donc, je rémunère bien le risque que je prends sur l'immobilier. Et ça doit être vrai sur toutes les classes d'actifs. Et comme il l'a dit très justement, toutes ne réagissent pas de la même manière, toutes ne réagissent pas au même moment. Et d'ailleurs, tous les pays non plus ne réagissent pas au même moment. Pourquoi? Parce que il faut savoir que quand vous investissez au UK ou en Allemagne, d'ailleurs l'Allemagne qui prend très cher un niveau inflation par rapport à la France, bah, il y a du taux variable. Nous en France, on est très habitué au taux fixe, alors qui va peut-être malheureusement être une denrée rare ces prochaines années. Mais donc forcément, quand vous êtes en taux variable, vous avez vous réagissez beaucoup plus vite à une montée des taux et vous réagissez beaucoup plus vite à une évolution des rendements et donc du prix de l'immobilier, puisque tout ça est directement lié. Et donc, du coup, je dirais, ton approche future sur la rentabilité, donc tu es d'accord que Ouais, théoriquement, la rentabilité doit progresser. Alors, elle se fera peut-être pas de façon exactement. linéaire, ça va peut-être pas rejaillir à 100%, on va pas rejaillir, enfin, Exactement. répercuter à 100% l'inflation sur le prix des loyers, mais disons que il doit y avoir une progression, quoi. Exactement. Alors, c'est là où il y a toute la difficulté de bonne compréhension de ce qui est au final de l'immobilier à un instant T. Et d'ailleurs, il y a toujours énormément d'inertie sur l'immobilier, hein. Il faut savoir que, comme le disait Mathieu, il y a très peu de transactions aujourd'hui. Alors, sur les résidentiels, j'en parle même pas, mais sur le commercial également, il y a quand même une chute du nombre de transactions. Et quand vous avez des experts qui font des expertises justement sur votre immobilier, et on regarde toujours aussi ce qui s'est fait par le passé. Alors, ils projettent beaucoup l'évolution de tel ou tel secteur d'activité, mais néanmoins, on prend ce qu'on appelle des comparables. Et quand il n'y a pas trop de comparables récents, bah,
quand même de regarder un peu ce qui s'est fait dans le passé, même si c'est un peu lointain. Donc oui, il y a déjà un repricing. Et le sujet, c'est que certaines SCPI, pardon, certains fonds d'investissement qui sont très anciens et qui ont massivement collecté et massivement déployé de l'argent sur de l'immobilier dans un contexte de taux bas, donc j'achète cher. Là, je reprends le superbe graphique de la slide précédente, partant de 93 de Mathieu. Bah, forcément, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. Vous avez acheté cher, donc si les taux remontent, bah, votre immobilier se déprécie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un repricing. Donc, dès lors que vous avez de l'argent, dès lors que vous êtes une SCPI qui collecte et que vous achetez dans un contexte de repricing, a priori, vous achetez la même qualité d'actifs, voire meilleure, avec des meilleurs rendements. Super. Donc plutôt une bonne nouvelle, on va dire quand même sur la partie loyer, qui va être un rempart quand même pour au moins en partie contre Ouais. l'inflation. Si je résume, c'est le D'ailleurs, si je peux bureau. me permettre de rajouter Vas-y, quelque chose, vas-y. Emmanuel, Vas-y, et vas-y. pour conclure sur ce point-là, en fait, le sujet, c'est pour ça que je disais que c'est plus devenu une crise de liquidité, plus qu'une crise immobilière. Mm. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui a vraiment bouleversé les choses, c'est pas tellement le courrier qu'on a reçu de l'autorité des marchés financiers cet été. C'est quand vous avez des institutionnels ou même des investisseurs privés ou des corporates, enfin, des entreprises qui peuvent placer de l'argent à taux sans risque à 4, 4,5. Mm. Pourquoi vous, en tant qu'investisseur, donc je me mets dans la peau d'une entreprise ou d'un institutionnel, pourquoi je vais prendre ce risque d'aller sur de l'immobilier qui rémunère 3,5, 4%? Ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a eu un déplacement de capitaux, et elle est là l'explication, un déplacement de capitaux de j'aime la pierre papier parce que j'ai des rendements, une prime de risque justement qui est plutôt bonne. Encore une fois, quand nos confrères d'Amundi, Rivoli Patrimoine, par exemple, qui ont dégainé cet été, rémunéré du 3,5 quand le compte à terme rémunérait 0,50, c'était très bien. Tout le monde était content avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus acceptable. Super. Eh ben, écoute, Je sais pas si c'est merci. super. Ah non, merci, c'est très bien. Vanessa, je sais pas si tu veux compléter un petit peu ce qui a été dit, hein. Je termine ce premier tour de table avec toi. Alors, une bonne partie de nos clients connaissent, hein, je dirais, la thématique du recyclage urbain de Novaxia. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire si vous, à votre niveau, on est plutôt sur cette thématique de je prends des bureaux que je transforme peut-être plus tard en immobilier résidentiel, est-ce que vous voyez déjà des décotes de prix, on va dire, apparaître, des choses que vous ne voyiez pas les autres années? Ouais, effectivement. Merci en tout cas à mes confrères, ils ont fait un super point macro en tout cas sur les marchés. Si moi je dois faire un focus sur ce qu'on connaît bien, c'est que la SCPI Néo, en fait, c'est une SCPI qui est diversifiée. Elle a majoritairement aujourd'hui du bureau au sein de son portefeuille. Et donc, c'est justement ce marché-là aujourd'hui qui est en crise. Alors, il y a la diffusion du télétravail, on en a parlé tout à l'heure. Dans certaines zones, il y a des zones qui sont complètement délaissées, du QCA qui fonctionne très bien. Alors, le QCA, c'est du plein centre parisien, évidemment, qui fonctionne encore très bien. Vous avez une baisse du marché de l'investissement, d'ailleurs que ce soit dans le bureau et également sur le résidentiel parce que on travaille sur ces deux marchés différents. Mais donc il y a des opportunités d'acquisition pour ceux qui ont du capital à investir. C'est exactement ce que disait Pierre-Antoine sur cette problématique de liquidité. Donc toutes les SCPI aujourd'hui qui arrivent à maintenir en fait un niveau de collecte net positif vont pouvoir en fait ressortir vers le haut de cette crise parce qu'ils vont pouvoir acheter finalement beaucoup moins cher. Et c'est pour ça que je voulais vous afficher un petit exemple aujourd'hui de ce qu'on ne trouvait pas il y a 1 an, 9 mois, voire même 6 mois. Donc ça, c'est une proposition. Alors, on avait fait une proposition, si vous voulez, avec 70% de décote il y a 6 mois. Ça avait été refusé par le vendeur. Et aujourd'hui, comme nous avons des capitaux à investir, parce que grâce à vous, grâce à tous les clients ici qui sont présents, on arrive à avoir les moyens financiers de faire de belles acquisitions, eh bien, on a pu obtenir cet actif de bureau qui est extrêmement bien situé à 1 571 euros le mètre carré, très proche de la Défense. Et donc ça, en 6 mois, c'est une baisse quand même de 70% du prix de vente, ce qui est quand même colossal. Donc au final, le marché du bureau, il est un petit peu à deux vitesses, hein. Vous avez celles qui ont des taux de distribution plutôt faibles sur du bureau parisien, voire QCA, et des SCPI avec des taux un petit peu plus importants, exposés, diversifiés sur plusieurs secteurs. Et finalement, c'est la fin de la gestion passive qu'on a connue, hein, puisque avant, on faisait des acquisitions
parce que les taux étaient bas et du coup, mécaniquement, ça faisait augmenter, si vous voulez, la valeur de l'immobilier. Aujourd'hui, il va vraiment falloir avoir une gestion active du portefeuille et créer de la valeur sur notre parc immobilier, peu importe finalement les secteurs que l'on traite aujourd'hui. Et il faudra prendre en compte aussi toute la partie obsolescence programmée de cet immobilier tertiaire, mais même sur d'autres secteurs. Donc, sur la partie des prix, effectivement, les SCPI qui se comportent le mieux aujourd'hui, elles sont plutôt jeunes, elles ont plutôt pas trop d'historique, comme les gros mastodontes de la place. Mais celles qui vont faire la différence, c'est celles qui ont une stratégie active dans la gestion de leur parc immobilier pour créer de la valeur sur le long terme, malgré les aspects environnementaux et malgré les crises que l'on voit sur l'immobilier qui sont généralement cycliques et qui concernent tous les secteurs. Super. Ben, merci à tous les trois pour ce point général, avec maintenant un constat, on va dire, qui est dressé. Alors, on va continuer avec cette opération de transparence dans l'objectif de donner un maximum d'informations à nos clients. Et je voulais que vous nous disiez un petit peu quels sont vos critères que les clients devraient regarder avant de sélectionner une SCPI ou plusieurs SCPI. Et je vais commencer avec toi, Pierre-Antoine. Il me semble que chez Iroko, voilà, c'est plutôt une SCPI généraliste et donc vous êtes plutôt opportuniste dans le choix dans le choix de vos investissements. Alors, dis-nous-en peut-être un petit peu plus. Alors ça, c'est pas nous, c'est un peu trop vert. C'est ça. Ça viendra, ça viendra. C'est pas le même Euh, verre. Je t'ai pas mis de Blague à slide. part, Je t'ai pas mis de slide pour là. Je t'ai laissé carte blanche. effectivement. Ouais, alors, en fait, on s'est lancé en novembre 2020, et c'est vrai qu'on oublie vite, mais et là, on parle de crise actuelle, mais novembre 2020, on était en plein Covid. Donc, notre sentiment quand on a lancé la SCPI Rokozen, c'était de se dire que le monde, hein, alors je fais une grande philosophie là, mais le monde est en grande évolution. On parle de télétravail, on parle de régionalisation. C'est vrai qu'il y avait des mouvements de personnes démographiques, hein, des mouvements démographiques vers les régions. Et donc, le souhait d'Iroko et d'Irokozen, ça a été justement de ne pas avoir de dogme, de ne s'interdire aucune classe d'actifs dès lors qu'elle était commerciale. Au Causen, on ne fait aucun résidentiel. J'ai eu quelques questions d'ailleurs sur le sujet. Et donc, notre souhait, ça a été de surpondérer et sous-pondérer les secteurs d'activité en fonction des momentum et de nos convictions de marché. Je m'explique. Le bureau étant en restructuration, et d'ailleurs, enfin, voilà, par rapport à Novaxia et ce que vient de dire Vanessa, notre savoir-faire n'est pas dans la réhabilitation. Donc nous, notre souhait, ça n'a pas été justement de faire du bureau, mais au contraire de sous-pondérer cette classe d'actifs. Et quand on en a acheté, c'était plutôt du bureau à taille modeste euh, et avec du loueur étatique, donc Pôle emploi, ministère de l'immigration, etc. En revanche, on faisait davantage de commerce, pas tout type de commerce, mais du commerce supermarché, du commerce santé, éducation, donc des crèches, des pharmacies, maisons médicales. Et enfin, on a depuis d'ailleurs le lancement une surpondération à date en locaux d'activité, logistique, petite logistique et entrepôt. Donc notre souhait, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, ça a été d'être les plus diversifiés possibles, aucun dogme. Et là, tu vois, par rapport à la crise actuelle, typiquement, on a fait notre première acquisition d'hôtel il y a quelques mois parce qu'on estimait que c'était une classe d'actifs qui avait été largement attaquée pendant le Covid, qui avait déjà repricé et qui avait des bonnes opportunités à saisir là-dessus. Donc voilà pour notre stratégie d'investissement en ayant une particularité assez franche, c'est d'acheter des actifs à taille modeste, donc peu adressés par les asset managers traditionnels, entre 1 et 20 millions d'euros. Pour vous donner une idée, hein, très rapidement, la S&P Rokozen, c'est 400 millions d'euros d'encours aujourd'hui. En fait, nos 400 millions, je ne sais pas si vous entendez du bruit autour de moi, mais c'est le brouhaha de tout Ah, ça. non. Euh, et on a 87 actifs en portefeuille. Donc on est très très granulaire, puisque la taille Je te coupe moyenne. parce qu'on reviendra sur la SCPI Hiroko. Je t'ai pas donné les slides, mais tu verras après, tu Tout à fait. pourras détailler. Là, c'était vraiment plus, je voulais savoir quels étaient pour vous les critères Les de critères. sélection, mais Donc, effectivement, plutôt généraliste, on va dire, plutôt pas de dogme et opportuniste exactement. sur les actifs, quoi, hein. Donc ça, c'est un des critères de sélection. Après, bon, dans les critères de sélection, il y en a plein. Évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, il faut regarder la valeur intrinsèque du patrimoine. C'est vrai qu'on a l'autorité des marchés financiers nous a invités à faire un travail d'analyse de notre patrimoine dont a parlé Mathieu à l'été. Et donc, bon, après, il y a eu plusieurs façons de réagir chez les sociétés de gestion. Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est des expertises indépendantes, etc. Bref, ça a donné quand même une
une valeur du patrimoine. Et donc ça, je pense qu'en tant que client, c'est un des critères que vous devez regarder. C'est est-ce que je paye au final trop cher ma SCPI en souscrivant par rapport à sa valeur, la valeur de son patrimoine. Donc ça, c'est un critère déterminant. Je pense qu'on est quand même dans une crise économique, on oublie un peu, hein, mais depuis la crise en Ukraine, et ça vaut le coup aussi de regarder la durée d'engagement des locataires. Donc est-ce que vous avez ce qu'on appelle une WALB, une durée d'engagement des locataires avec break qui est suffisamment longue pour imaginer qu'il y a des flux futurs à venir qui soient suffisamment longs. Et après, même si les performances passées ne préjugent pas des performances, là, vous avez futur, vous avez trois asset managers qui sont aujourd'hui capables de battre l'inflation. Bon, c'est quand même un critère, un des critères les plus importants, c'est notre capacité à faire de la performance, puisque, in fine, on peut le prendre comme on veut, c'est ce que vous attendez, vous, en tant que client. Super. Bah, écoute, merci. Je vais poursuivre avec Vanessa. Alors pareil, un petit peu sur les critères que les clients doivent regarder. Alors vous, c'est plutôt, je sais pas si tu peux faire un petit point sur la partie géographique, la partie aussi ISR sur laquelle vous êtes, je dirais, vous avez été assez en avant, et puis cette possibilité, voilà, de recyclage qui finalement est assez atypique. Si tu peux nous en dire un petit mot sur ces critères que les clients peuvent regarder. Oui, bien sûr. En fait, Novaxia Investissement, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est le développement d'actifs finalement immobiliers tertiaires dont plus personne ne veut, qui sont vides, obsolètes, ou alors qui ont encore des beaux résiduels de 2, 3 ans en attendant le départ de locataires, et de le transformer en autre chose, et majoritairement sur nos 154 projets aujourd'hui, en logement résidentiel. Donc, du coup, ça permet de répondre à votre client qui parlait du marché résidentiel et de cette opportunité, effectivement, de créer du logement pour répondre à la pénurie grandissante face à la démographie, finalement, des périphéries qui aujourd'hui manquent cruellement, hein, et ça, c'est les collectivités qui le disent, et les institutionnels qui n'arrivent pas trop à assumer effectivement ces 500 000 logements à créer par an. Donc nous, depuis voilà, plus de 15 ans, en fait, on fait ce genre de transformation. Concernant Novaxia Neo, bon, c'est une SCPI de rendement, hein, donc du coup, elle ne porte pas, hein, les projets en création en autre chose, et pas de logement résidentiel à l'intérieur. On a une diversification d'actifs immobiliers sur des secteurs que vous voyez majoritairement bureaux, tout simplement par opportunité, hein, puisqu'on a également de l'hôtellerie, mais également crèches et écoles, avec une répartition plutôt 49% France aujourd'hui et 51% étrangers, en sachant qu'on reste dans les pays de l'OCDE. Donc, on ne prend pas trop de risques, avec des volumes, une moyenne, on va dire, d'acquisition de 30 millions d'euros, hein, pour garder aussi la liquidité des actifs. Et on va aller surtout en région où on trouve, par exemple, Lyon, Montpellier, où le marché est quand même solide et dynamique, avec des rendements supérieurs à l'Île-de-France. Et pour l'étranger, alors on a fait de grosses acquisitions aux Pays-Bas, et cette année, on regarde plutôt Madrid, l'Espagne et l'Irlande aussi. Alors, Irlande, hein, c'est essentiellement Dublin. Donc, on reste très opportuniste sur nos acquisitions. L'avantage d'avoir 3 ans d'historique, effectivement, c'est de ne pas avoir en fait tout cet immobilier du bureau qui a déjà pris beaucoup de vétusté. Mais au-delà, si vous voulez, de la stratégie d'investissement et de notre cahier des charges qui s'est forcément consolidé, et j'ai envie de dire qu'on est encore plus regardant aujourd'hui sur les actifs, et on ne va pas simplement chercher un TRI important, c'est de regarder qu'est-ce qu'on fait des actifs immobiliers de bureau si le marché, comme aujourd'hui, tremble. Et donc, c'est tout notre cœur de métier chez Novaxia qu'on met à contribution, en fait, à l'intérieur de Novaxia Neo. Donc, au-delà d'avoir un bon TRI, d'avoir un actif qui est bien exposé avec une belle signature et des garanties de loyer sur le long terme, on va traiter dès l'acquisition le potentiel de réversibilité d'un actif, peu importe son secteur, en autre chose pour répondre aux différentes pénuries que l'on voit en fait sur notre marché en France, mais également à l'étranger. Et évidemment, cette partie réhabilitation, on le fait dans l'état de l'art, d'accord? Donc, on essaie de créer évidemment des logements neufs qui sont NF HQE Habitat, hein, soit le plus haut niveau de performance énergétique. Mais déjà dans Novaxia Neo, tous nos actifs, hein, puisque nous sommes entreprises à mission, et que notre mission, en fait, c'est de réduire les dépenses énergétiques, hein, d'à minima 40% de l'intégralité de notre parc, hein, que ce soit du rendement ou des projets en développement. Eh bien, tous nos actifs sur Néo font partie et sont sur cette ligne bas carbone 2 degrés.
Et comment on fait ça? C'est-à-dire qu'il va avoir des capex importants à l'acquisition. Donc, on va acheter à des bons prix, c'est sûr, et encore plus aujourd'hui avec les SCPI qui arbitrent massivement les petites lignes en fait de leur portefeuille qui aujourd'hui leur portent préjudice. Donc, on achète avec un super prix, mais au-delà de ça, on va le faire monter en termes de niveau de dépenses énergétiques. Chaque actif va être équipé notamment d'un petit boîtier qui est fait par une société française qui s'appelle AccuSpot et qui va permettre en fait de réguler les consommations d'énergie à travers chacun des 33 actifs de Néo, que ce soit en France et à l'étranger. L'idée, c'est d'être vraiment sur cette trajectoire bas carbone 2% d'ici 2030 et amener l'immobilier de notre parc à traverser finalement l'intégralité des crises que on pourrait vivre aujourd'hui et toujours apporter de la valeur, même si le locataire est toujours en place et qu'il paye ses loyers. En fait, forcément, ça a deux effets positifs. Ça pérennise la relation entre nous et le locataire, forcément, donc aussi les baux et donc le rendement au sein de Néo, mais ça a de super répercussions directement sur le climat. Et donc, c'est la première SCPI, et il faut quand même le préciser, parce qu'on parle beaucoup d'ISR aujourd'hui. Effectivement, toute notre gamme, elle est ISR, mais c'est la première SCPI à avoir été classifiée article 9. Et pour être la plus pédagogue possible, même si je ne suis pas Mathieu. L'article 9, c'est le Nutri-Score finalement que l'on connaît au niveau de la nourriture quand on va s'acheter un petit paquet de gâteaux. Et donc là, c'est un peu la même chose pour l'immobilier. Donc c'est le plus haut niveau d'impact aujourd'hui. Quand vous avez un fonds, peu importe si c'est une SCPI, une SC ou un autre produit qui est classifié article 9, vous savez qu'au-delà de la performance, il y a toute une stratégie en fait environnementale et sociétale derrière qui permet à chaque actif immobilier qu'on a en portefeuille de traverser toutes ces périodes de crise immobilière qui sont cycliques à travers le temps et du coup de pérenniser votre performance sur le long terme. Bah écoute, c'est super, merci beaucoup. Est-ce que Mathieu, tu peux rebondir là-dessus et peut-être aussi nous rajouter quelques critères et notamment peut-être nous parler des critères aujourd'hui de l'importance de la collecte. On en a un petit peu parlé de ce sujet-là, mais peut-être nous en redire un mot, peut-être aussi de fermer les robinets quand au contraire il faut pas acheter. Je pense que tout ça, ça peut être des points importants et peut-être on a aussi vaguement évoqué le cas des institutionnels qui peuvent être au capital d'une SCPI. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Si tu peux nous en dire un mot aussi. Bien sûr. Alors, beaucoup a été dit. Je pense que vous avez tous énormément d'informations aujourd'hui. Et la vraie question, elle est là, elle est fondamentale. C'est comment, dans le contexte que nous connaissons, vous, en tant que particulier, finalement, vous êtes en mesure de vous dire, mais c'est cette SCPI dont j'ai besoin ou c'est celle-là qui peut tirer son épingle du jeu demain. Je paraphraserai absolument pas mes deux confrères. Il y a évidemment les notions de stratégie patrimoniale. Finalement, est-ce que je dois investir en France? Est-ce que je dois investir en Europe? Nous, chez Paref Gestion, finalement, nous avons conçu une gamme qui est composée de fonds tout à fait différents les uns des autres et qui finalement permettent de faire des allocations sur mesure. Plusieurs critères que je mettrai en avant. D'abord, la taille. On a tous les trois autour de cette table ce point commun d'avoir des fonds qui vont avoir la capacité d'aller chercher leur marché. Ça, c'est absolument essentiel. Emmanuel, tu évoquais une maîtrise de la collecte. Je vais en parler, mais pas maintenant. C'est-à-dire que maintenant, au contraire, le marché se décompresse. Nous devons pouvoir acheter. Les prix vont devenir finalement bons progressivement et on commence très certainement à atteindre certains plateaux sur certaines classes d'actifs. Et les tailles de nos fonds, et je pense pouvoir parler en tout cas pour mes deux confrères, ont cette particularité que lorsqu'ils vont acheter, ces acquisitions vont agir significativement sur le patrimoine qui est déjà en portefeuille. On ne part pas de capitalisation de 4 milliards ou quand on va acheter 50 millions d'euros, ben, chouette, mais ça ne va pas finalement améliorer considérablement le rendement des 4 milliards. Chez Paref Gestion, nos capitalisations vont de 50 à 375 millions d'euros. Donc d'abord un critère de taille, évidemment des critères géographiques. Et puis, pour revenir sur cette notion de maîtrise de la collecte, oui, moi je crois que c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais ça le redeviendra un jour. Depuis 30 ans, nous travaillons comme ça. Nous maintenons et nous resserrons la collecte lorsqu'on estime qu'elle devient déraisonnée. Dernier sujet en date, et je pense que c'est pour cela d'ailleurs que tu m'interroges sur le sujet, début 2021, nous avions choisi de fermer notre collecte sur nos fonds allemands.
parce qu'on estimait que les prix devenaient tout à fait déraisonnés. Et donc, ça avait fait grand bruit à l'époque. On avait pris cette décision en décembre 2020 et pendant 3 mois, nous avions dit, finalement, nous ne prenons plus vos souscriptions parce que nous ne savons pas l'investir correctement. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, encore une fois, mais ça relève, il me semble, et de la société de gestion, et ça, c'est vraiment des questions que, voilà, dont les équipes sont voilà, proches, mais de savoir quelle est la politique de gestion de la maison de gestion. Ne pas collecter à tout prix et investir dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est essentiel. Et tu évoquais enfin les expositions institutionnelles. Bien sûr, Pierre-Antoine a évoqué quelque chose d'absolument essentiel, c'est qu'on va vers une crise de liquidité, il faut le savoir. Si hier, la presse était sur les baisses de prix de part, nous ne sommes pas concernés autour de cette table pour les raisons que nous avons évoquées. Après-demain, ce sera regarder les SCPI, vous ne pouvez pas sortir en moins de 2 mois, 3 mois. Et donc, la recommandation, et je sais qu'Emmanuel et ses équipes le font, c'est d'observer les expositions institutionnelles des SCPI sur lesquelles vous investissez. Autrement dit, les sociétés de gestion doivent avoir cette responsabilité d'ouvrir le capot et de vous dire, voilà, si vous investissez, vous co-investissez avec, je dis une bêtise, 15% de personnes qui sont en contrat d'assurance vie, 10% d'assureurs qui ont acheté en compte propre. Et pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes en co-investissement avec ces personnes-là, il faut savoir que le jour où elles sortent, elles vous empêcheront de sortir rapidement. Ça, c'est absolument essentiel. Nous les avons rendus publics. D'ailleurs, on a certains fonds qui seront relativement impactés, on l'a évoqué, sur le territoire français, lorsque nos fonds européens n'ont aucune exposition institutionnelle. Mais ça relève effectivement de la responsabilité, je pense, de tous que de le faire et d'ouvrir le capot, absolument. Eh ben super, merci beaucoup pour je dirais pour ces éclairages. Alors maintenant que nos clients ont quelques indices supplémentaires pour sélectionner des SCPI sur le marché, c'est quand même on continue dans cette logique de transparence et je pense que c'est important de faire un petit focus justement sur ces valeurs de reconstitution et d'en dire quelques mots parce que c'est quand même ce qui a animé notre été. Alors on va regarder si vous avez bien travaillé, finalement, pour l'instant, quelque part, hein, si vous avez bien fait le job. Et tiens, Mathieu, je vais commencer avec toi, du coup. Juste nous rappeler cette notion de valeur de reconstitution. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on lisait dans les journaux? Et aussi, je voyais cette notion de plus 10, moins 10. Si tu peux, justement, nous en dire un petit mot. Alors c'est très simple finalement, la valeur de reconstitution. Alors on ne va pas la décrire techniquement, mais ce que vous devez retenir, c'est que la valeur de reconstitution, c'est la véritable valeur d'un fonds à un instant T. Et donc ça inclut la valeur d'expertise des actifs qui composent le fonds et tous les frais qu'il faudrait mettre sur la table pour reconstituer la valeur à un instant T. Et il y a une latitude qui est donnée aux sociétés de gestion pour fixer les prix de souscription à plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Alors, ça veut dire quoi pour faire très simple et comment, en tant que particulier, je m'y retrouve là-dedans, en tant qu'investisseur? Eh bien, ça veut dire que s'il y a une valeur de reconstitution vaut 100, que le prix de souscription est à 90, j'achète 10% de moins que ce que cela vaut véritablement. Et alors, si le prix de souscription est à 110 et ma valeur de reconstitution est toujours à 100, eh bien, cela veut dire que j'achète un petit peu plus cher que ce que cela vaut. Mais si la société de gestion ne peut se positionner que dans cette fourchette, ça veut aussi dire que lorsque le prix de souscription est supérieur, je peux beaucoup moins absorber une baisse de marché. Nous avons expliqué tout à l'heure pourquoi certaines sociétés de gestion avaient dû baisser les prix de part de SCPI. Nous avons parlé de compression de taux, nous avons parlé de temporalité d'acquisition, de place d'actifs, mais nous n'avons pas évoqué ce critère, qui est un critère essentiel de gestion prudente, qui est de bien positionner son prix de part de manière à se donner la latitude de ne pas avoir à baisser son prix lorsque l'immobilier prend finalement une légère soufflante, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je vois que tu as affiché l'intégralité de nos valeurs, donc vous retrouvez finalement notre gamme trentenaire. Finalement, l'encadré au centre, ce sont nos nouvelles valeurs à aujourd'hui. Je prends un exemple parce que je ne vais pas toutes les faire, mais sur Nova Pierre Allemagne 2, nous avions fait le choix de positionner notre prix de part il y a 1 an et demi à moins 10% de la valeur de reconstitution. Et donc, l'impact des valeurs d'expertise, de la baisse des expertises en Allemagne, a fait qu'aujourd'hui, nous sommes à plus 3,22. Donc, nous avons eu 2 baisses successives, quasiment 12% de pertes sur le portefeuille, mais qui ne met pas le fonds dans une position à devoir vous faire supporter
cette perte-là. Au contraire, parce que nous avons été prudents, parce que nous avons maîtrisé la collecte, et je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, nous sommes à plus 3,22, donc dans une position à pouvoir maintenir ce prix de part. Ça, c'est essentiel à regarder lorsque vous choisirez les SCPI sur lesquels vous pourrez investir. C'est où est mon prix de part par rapport à ma valeur de reconstitution. Super, merci. Bah, écoute, je poursuis donc avec toi, Pierre-Antoine. Valeur de reconstitution d'Hirokozen, s'il te plaît. Ouais, c'est facile en passant effectivement après Mathieu, pour expliquer tout le concept. Je suis extrêmement favorable effectivement à l'idée de regarder cet indicateur qui pour moi est l'indicateur de 2023. Bon, en plus, d'autant plus que ça m'arrange puisque c'est un indicateur dans lequel on est plutôt bon. Donc on a fait effectivement le travail d'expertise de bout en bout dans le sens où on a demandé des expertises indépendantes sur tous nos actifs chez Hiroko. Juste, je te Et coupe, on pouvait demander des expertises indépendantes ou des expertises, j'ai lu, ou des expertises internes, et on pouvait faire Ouais. l'intégralité en ou fait, partielle. Alors, en fait, c'était En fait, c'est pas simple. Alors, pour la petite anecdote, ce courrier-là, on l'a pas reçu directement de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, on l'a plutôt reçu de nos chambres, enfin, pardon, de nos associations. Donc, c'était l'ASPIM et l'AFG. Et en plus, c'était un courrier qui était plutôt sympathique. Je m'explique, c'était une invitation à s'assurer que les épargnants paient le juste prix compte tenu de la remontée des taux brutales, pour la faire courte. Et donc, effectivement, il y a eu plusieurs réactions de la part des sociétés de gestion, et on n'est pas ici pour faire le procès de quiconque, mais néanmoins, il y a eu une première réaction qui a consisté, en tant que société de gestion, à ne pas agir, c'est-à-dire la SCPI, comme l'a expliqué Mathieu, c'est un produit pour lequel on fait une expertise à fin année, voilà, et qui nous permet de déterminer une valeur de reconstitution, qui, dans un tunnel plus 10-10, comme il l'a expliqué, nous permet de déterminer un prix. Et après, il y a eu d'autres attitudes. Il y a eu des attitudes où on faisait des expertises en interne en se disant, OK, le marché a baissé de temps, donc il est logique que mon patrimoine s'apprécie ou se déprécie de temps. Après, il y a eu des acteurs qui sont d'ailleurs des acteurs avec des tailles significatives. Enfin, quand je dis significatives, c'est-à-dire qui ont énormément d'actifs en portefeuille. Et mine de rien, ce travail-là il a été demandé pendant l'été. Les experts indépendants, ils partent en vacances comme nous tous, hein. C'était pas simple non plus d'avoir des expertises sur tous les actifs à l'été. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle des panels. Et donc, ils ont demandé des expertises indépendantes sur 15-20% de leur parc et ils ont extrapolé. Et enfin, il y a eu d'autres attitudes qui consistaient à faire des expertises indépendantes sur 100% de leur parc. Ça m'arrange bien, puisqu'encore une fois, c'est notre cas chez Hiroko. Et il en ressort que la valeur de reconstitution de notre SCPI, elle a progressé, alors peu, entre le 31-12-2022 et le 31 août 2023. Donc, ce que ça veut dire, c'est que intrinsèquement, la valeur de notre patrimoine a progressé. Alors, pour être totalement transparent avec vous, dans vos grilles de lecture, notre patrimoine historique, c'est-à-dire notre stock qu'on avait acheté dans un environnement de taux bas et donc plus cher, il s'est déprécié. Ça ne sert à rien de mentir, c'est une réalité, c'est le marché. En revanche, comme on fait partie des gros collecteurs, notamment en 2023, et qu'on achète dans un environnement de repricing, bah, tout ce qu'on a acheté en 2023 contribue à améliorer le patrimoine global de la SCPI. Donc aujourd'hui, un client qui rentre sur Hirokozen paie sa part 200 euros, parce que c'est le prix de souscription. Pour autant, la valeur de reconstitution, donc la réelle valeur du patrimoine de Hiroko, c'est 207,64 euros. OK, super. Et pour terminer, bah, Vanessa, même exercice, s'il te plaît, si tu peux nous Donc en nous dire un petit peu aussi, plus. voilà, on a fait le même travail sur l'intégralité de notre portefeuille, et donc au 30 juin. D'ailleurs, on est en train de demander une nouvelle expertise au 30 septembre, parce qu'on trouve que c'est quand même hyper important en fait de présenter ces informations-là en toute transparence aux clients, donc comme mes confrères. Donc c'est une bonne chose pour vous. On ouvre le capot et effectivement, on a eu aussi quelques actifs qui étaient un petit peu dépréciés en fonction des zones géographiques. Mais globalement, aujourd'hui, acheter du Néo, c'est acheter le prix de part à 187 euros. Et on affiche une valeur de reconstitution aujourd'hui de 191,33 euros. Donc en gros, quand vous achetez du Néo, vous achetez avec une sous-cote de 2,76% par rapport au portefeuille, sachant qu'on a 4 ans et que depuis plus de 3 ans, elle sert plus de 6% de distribution, de taux de distribution. Donc ce qui fait quand même voilà, un produit, tout comme ceux d'ailleurs de mes confrères, qui ont complètement son sens sur une épargne long terme quand on pense aux retraites éventuelles
qu'on pourrait ne pas avoir. Ça a tout son sens, voilà, d'investir dans ce genre d'SCPI aujourd'hui pendant 20-25 ans facile. Eh ben super, merci pour ce rapide point. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. On va essayer de tenir le timing. Alors, on va essayer de répondre maintenant à la question, tout simplement, hein. On voit que vos valeurs de reconstitution se maintiennent dans un contexte difficile, donc ce qui est plutôt de bon augure pour la suite, même s'il y a quand même encore des zones de turbulence et il y aura des points de vigilance qui ne manqueront pas d'arriver. Mais on va terminer ce webinaire par la réponse à la question posée, quoi, hein. SCPI, stop ou encore? Est-ce que nos clients peuvent y aller? Alors, on commence à comprendre que oui, hein, par vos discours. Mais là, je vais vous demander un petit peu plus, d'être un petit peu plus, on va dire, allez, comment on va dire ça, un petit peu plus page de publicité. On lâche les chevaux et puis on se dit les choses. Est-ce que voilà, concrètement, on y va ou on freine? Alors, je commence par toi, Vanessa, du coup. On peut y aller. Alors, non, je pensais que tu avais une slide. Ah, ben voilà, super. Ça Bon, vient. l'idée, c'était de vous montrer quand même où on en est aujourd'hui avec plus de 400 millions de capitalisation. Vous avez compris, nous, notre métier chez Novax Investissement, c'est faire du recyclage urbain. Néo découle de cette stratégie, mais avec plutôt le prisme rendement immédiat des actifs immobiliers, majoritairement de bureaux aujourd'hui, même si on peut s'ouvrir à d'autres classes d'actifs, évidemment, assez accessible, hein, puisque c'est vraiment le maître mot de la maison, que tout le monde puisse participer au recyclage urbain. Donc là, c'est à partir de 187 euros. Je dirais qu'il y a un vrai momentum de marché là sur l'immobilier pour ceux qui ont de quoi investir. Et donc, nous, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un délai de jouissance pour pouvoir toucher les dividendes sur ce genre de produit. Donc, nous, les dividendes sont mensuels. Mais on a décidé jusqu'à la fin de l'année de supprimer en fait ce délai de jouissance pour justement capitaliser au maximum sur la nouvelle épargne et bénéficier de ces opportunités de prix de marché, puisque là, on rentre quand même entre moins 40 et moins 70 sur le marché, avec notre démarche en trame de fond, hein, qui, je vous rappelle, c'est de faire du best in progress, donc rendre l'actif immobilier le plus sexy possible pour le locataire. Mais dans le cas où il déciderait de partir et qu'on n'arriverait pas à trouver un remplaçant, on a déjà étudié le potentiel de réversibilité de chacun des actifs. Et ça, finalement, c'est un matelas, un parachute, si vous voulez, par rapport au contexte qu'on est en train de vivre ici, puisqu'on sait déjà quoi en faire et comment le faire, puisqu'on le traite sur 3 autres fonds ouverts, hein, le recyclage urbain, sur 3 autres fonds ouverts aujourd'hui à l'épargne. Donc, je pense que regarder la liste des actifs, la stratégie de gestion d'une SCPI aujourd'hui fera la différence demain. Et ce n'est pas simplement une performance. Alors, bien sûr, quand la performance, on va dire, elle est profitable et en plus qu'elle a du sens, eh bien, j'ai envie de dire que normalement, ça devrait être un excellent outil de diversification patrimoniale pour vous. Alors là, j'ai juste regardé le chat et il y a une excellente question. C'est est-ce que la remontée des taux ne pèse pas sur la capacité justement de ces jeunes SCPI à investir? Est-ce que la seule collecte suffit? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de levier parce que le coût du crédit aujourd'hui est cher. Du coup, est-ce Ouais. que la collecte finalement nette suffit finalement à profiter de ce momentum de marché? Exactement. Alors, il y a encore des belles opportunités, hein, même avec effet de levier, hein. Faut faire le rapport, en fait, avec un TRI, d'un projet, global, surtout quand on est à taux fixe, hein. Par exemple, sur Néo, on est à 80 couvert, hein, d'accord? Donc, on est majoritairement à taux fixe. Cette année, je vous avouerai qu'on n'utilise pas l'effet de levier, même si on a des prêts impact, des prêts verts issus de banques, puisqu'on est ISR article 9, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on va vraiment se servir de la cote parce que le vendeur, aujourd'hui, il n'attend pas un prix, il attend que son acheteur ait la capacité d'exécution, donc sa capacité à acheter. Donc finalement, ce qui fait notre force aujourd'hui, et je pense à tous les 3 autour de cette table, c'est d'arriver encore à séduire les épargnants effectivement avec un rendement, mais à bénéficier de ce momentum de marché au niveau de prix pour acheter et face aux vendeurs être compétitif, hein, puisque nous justement, on n'attend pas un prêt et qu'on a ce qu'il faut derrière pour assumer en termes de liquidité. Eh ben, écoute, c'est super. Pierre-Antoine, je continue avec toi, hein, même exercice.
Alors, est-ce que vous, de votre côté, comme c'est une SCPI plus généraliste, est-ce que vous mettez justement aujourd'hui l'accent vraiment sur un pan d'activité, justement? Est-ce que voilà, maintenant c'est le moment d'être contre-cyclique, on achète du bureau, ou là vous avez acheté de l'hôtellerie, comme tu le disais. Ouais. Dis-nous, soulève un peu le capot voilà, de Ouais. Hirokozen et quel sera le Euh, futur. alors, il est, euh, il est certain que le repricing, il est pas malheureusement définitif. Donc, il y aura des opportunités peut-être encore meilleures à l'avenir. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des décorrélations entre les classes actives, enfin les secteurs d'activité, pardon, et les pays. Donc, effectivement, historiquement, on avait beaucoup investi en France, en Espagne et en Irlande parce que la France, c'est le terrain de jeu par nature d'un acteur français. L'Espagne et l'Irlande présentaient l'énorme avantage de ne pas avoir à faire pardon, de concessions sur la localisation et la qualité des actifs tout en ayant des rendements élevés. Et typiquement, on est très peu allé en Allemagne ces dernières années, malgré nous, parce que fiscalement, alors ça c'est plus ta partie, mais fiscalement pour l'épargnant, c'est la joie, hein, l'Allemagne. Et ça reste en plus un marché extrêmement profond, c'est le plus gros marché d'immobilier d'entreprise en Europe. Et donc on y allait peu parce que c'était un marché très cher. Or, la crise qu'on est en train de traverser redistribue les cartes. Et là, on est effectivement en train de travestir un peu notre stratégie de gestion. On est en train de rééquilibrer le portefeuille vers du bureau parce qu'on arrive à avoir des opportunités en bureau, puisque c'est la classe d'actifs qui represse le plus vite, à 7,5, voire 8% en Allemagne. Ce qui est vrai d'ailleurs aussi sur ce que je vous disais, l'hôtellerie tout à l'heure, c'est une classe d'actifs qu'on ne faisait pas. Et on a eu l'opportunité de nous positionner sur un actif dans la troisième ville du Pays-Bas qui nous permet d'aller chercher du 7,25 avec un engagement du locataire, pour le coup Holiday Inn, sur 15 ans. Donc ça, c'est des opportunités qu'on n'aurait pas eues ces derniers temps et qu'on a aujourd'hui. Maintenant, comme tu le disais très justement, on a parlé beaucoup de valeur, de l'incidence des taux directeurs sur la valeur des CPI, mais pour autant, comme tu le dis, qu'en est-il du rendement? La SCPI Hirokozen, on fait partie, je crois, des bons élèves depuis le lancement, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En 2021, je suis obligé de le dire, hein, C'est bien, c'est bien, c'est bien. on a servi un taux de distribution de 7,10%, au-delà de notre objectif non garanti de 5,50. L'année dernière, on a servi un taux de distribution de 7,04. Et en début d'année, on s'était dit, compte tenu de notre collecte qui était progressive, notre capitalisation qui grossissait, il y a l'inertie, ça sera plus dur de faire de la performance. Et on s'était dit, on ferait 6,50, ce qui est déjà très convenable, hein, voire 6,75. Et Ça compte nous tenu, suffit, hein, ça nous suffit. vous me le direz plus tard, mais compte tenu des opportunités effectivement actuelles, aujourd'hui, on est très en confiance. Alors, c'est non garanti encore une fois, mais pour aller encore une fois titiller le 7%, non garanti, mais pour 2023 également. Ok, bah écoute, c'est super. Et voilà, j'avais mis un petit exemple hein, sur ton Holiday Inn dont tu as parlé, donc c'est bien, c'est parfait. Pour finir, Mathieu, pareil, même exercice. Alors comme là, on est plutôt sur plusieurs SCPI, on va dire. J'allais dire, SCPI tu mettrais en avant? Alors tu nous excuseras, mais comme on est en Alsace, hein, toi tu es à Paris, mais nous on est en Alsace. La proximité veut que j'ai sélectionné pour toi Nova Pierre Allemagne 2. Donc, Vous l'aurez compris, nous avons un ADN très européen chez Paref Gestion. Nous travaillons l'Europe depuis 1991. Nous avons lancé notre première SCPI allemande en 2014, 100% allemande. Et nous gérons depuis l'Europe, hein, puisque nous sommes présents à Francfort, Zurich, Milan, Londres. Et donc, nous ne pouvons pas, effectivement, d'abord parce que vous êtes proche de l'Allemagne et parce que c'est notre ADN, ne pas parler d'Allemagne ce soir ensemble. Et j'ajoute un point très avantageux, mais très important sur le contexte européen actuel, c'est que les baux constitués en Europe connaîtront une indexation, à mon sens et au sens de tous, hein, beaucoup plus rapide suivant l'inflation. Et ça, c'est très important et donc c'est protecteur aussi des rendements et de votre épargne. Alors, pour revenir à Nova Pierre Allemagne 2, effectivement, c'est la deuxième mouture de notre SCPI Star, Nova Pierre Allemagne. Elle fait quelques 375 millions d'euros de capitalisation. Et sa stratégie, finalement, est assez simple. Elle n'est pas d'aller chercher des actifs de bureau qui, comme l'a dit très justement Pierre-Antoine, ont
considérablement été dépréciés ces derniers mois. Mais au contraire, nous sommes sur une classe d'actifs qui est l'une des plus résilientes sur le sol allemand, qui est celle des commerces et plus particulièrement des retail parks que vous connaissez très bien si vous êtes nombreux, j'imagine, dans la région de Colmar. Qui est une classe d'actifs résiliente. Nous savons qu'il y a 3 fois plus de commerce, de mètres carrés de commerce par habitant en Allemagne qu'en France, que les Allemands consomment 3 fois plus que les Français. Et excellente nouvelle, l'inflation allemande est passée en dessous de l'inflation française. Alors, bonne nouvelle pour eux, un peu moins pour nous. Ça y est, ça arrive chez nous. Mais il fallait un moment, en septembre, l'inflation allemande diminue. Revient à des niveaux en dessous des 5% lorsque nous passons au-dessus des 5,5%. Donc aujourd'hui, Novapierre Allemagne, c'est une SCPI qui a une capitalisation de 375 millions d'euros, qui a des loyers, on va le dire, sécurisés. On a parlé de WALT tout à l'heure. Moi, je parlerai de durée moyenne résiduelle des baux. Je me plierai à quitter les anglicismes, mais de 7 ans. Une dette installée, il y avait une question tout à l'heure sur la dette. Nous avons tiré toutes nos lignes de crédit sur des taux qui étaient encore favorables, de manière à pouvoir acheter. Finalement, il est poussé le plus longtemps possible. Donc, on a poussé au maximum statutaire pour ensuite rééquilibrer. Et là, donc, toute notre ligne de dette est à 2,5%. Donc, on a cette possibilité complémentaire d'aller chercher du rendement sur un marché qui se réajuste et le tout dans un environnement, on le sait, finalement allemande extrêmement solide. Alors pour vous donner des exemples, parce que je ne pourrais pas passer au travers, même si ce n'est pas l'écran, qui vous allez retrouver dans nos portefeuilles, vous allez retrouver des Lidl, vous allez retrouver TUM, vous allez retrouver des Hobby. On va être à 70% sur ce qu'on appelle de l'essentiel, c'est-à-dire de l'alimentaire et du bricolage. C'est ce qui a fonctionné finalement sur les années qui nous précèdent et c'est ce qui fonctionnera les années à venir. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, de Vanessa ou Pierre-Antoine, évoquait des flux qui ont diminué partout en Europe. Effectivement, il y a 60% de transactions en moins en Europe, 66% sur les bureaux. Et pourtant, le commerce que je vous montre actuellement à l'écran en Allemagne, c'est à peine 20% de moins parce qu'il y a des flux étrangers qui le maintiennent, parce que tout le monde a compris que c'était extrêmement solide, qu'on achetait des beaux longs et que ça fonctionnait. L'un de nos plus gros pourvoyeurs, c'est EDK. Alors, EDK, vous le connaissez, c'est quasiment 1,5 fois Carrefour, mais sur le seul sol allemand. 1,5 fois le chiffre d'affaires mondial de Carrefour sur le seul sol allemand. C'est ça que nous allons chercher. Alors, on n'a pas besoin finalement de prendre beaucoup de risques pour aller chercher des rendements. Donc, on est sur des actifs qui sont les plus bien positionnés possibles dans des cœurs d'agglomération et on va chercher des rendements entre 4,5 et 5% en taux de distribution avec cette fiscalité que vous connaissez. On peut revenir à cette slide, Emmanuel, voilà, qui est formidable, qui est tout à fait avantageuse pour l'épargnant français, puisque lorsque vous êtes sur une SCPI 100% investie en Allemagne, le graphique, le tableau, nous pouvons le résumer assez simplement finalement. Nous passons d'une imposition française que l'on connaît quasi confiscatoire, je m'autorise ce propos, à une fiscalité qui est à peine à 10%. Allez, on ne va pas détailler le calcul, mais globalement, c'est entre 8 et 15% d'imposition et les équipes d'Emmanuel et Emmanuel sont à votre disposition, évidemment, pour l'affiner. Et donc, forcément, ça participe à maintenir le rendement. Donc, nous, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques pour vous donner un rendement pérenne et de très long terme, avec des baux de long terme et des locataires qualitatifs. Et en plus, vous avez une fiscalité qui, finalement, est tout à fait tenue. Et j'ai vu apparaître une question qui me permet de passer à l'autre SCPI. Exactement. J'ai vu Quelle est la vision monter. sur Paref Europe centrale? Donc, on te laisse répondre, Mathieu. 2 minutes. Alors, ma réponse ne sera pas parfaite, mais effectivement, Mais si. pour les raisons que nous avons évoquées, parce que je ne parlerai pas de toute l'Europe centrale, pour les raisons que nous avons évoquées, parce que nous avons des gérants, notamment polonais, voilà, nous sommes présents en Europe, nous avions une conviction que 3 pays sortaient finalement leur épingle du jeu sur le sol d'Europe centrale. En l'occurrence, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, qu'on appelle communément Tchéquie. Les raisons initiales, vous en doutez bien, ont été relativement chahutées depuis la guerre en Ukraine, mais restent maintenues et sont liées à des progressions économiques tout à fait exceptionnelles si on les compare finalement à la zone euro. Globalement, c'est 2 points de plus de croissance du PIB sur ces 3 pays en moyenne par rapport à la zone euro. Mais de 2, on passe à 4. Donc ça s'appelle le double finalement. Et ce que ces pays finalement ont connu, c'est un flux très important d'entreprises qui sont venues s'installer et ont installé leur second siège sociaux et ont considérablement dynamisé ces marchés immobiliers. On peut revenir sur Europe centrale, sur la slide qui a été quittée et montrer le portefeuille. Et alors, qu'est-ce qu'on va acheter finalement? Là, on ne va pas acheter de commerce parce qu'on estime que le marché, à l'inverse,
et donc je réponds indirectement à la question, mais n'est pas propice sur tout ce qui est commerce parce que les législations sont beaucoup trop libérales, qu'on n'est pas protégé. Autrement dit, vous achetez un centre commercial, en face, vous pouvez avoir un concurrent qui s'installe et qui vous nuit fortement. On n'achètera pas de résidentiel parce qu'on estime que les marchés ne sont pas de la même manière suffisamment encadrés. En revanche, il y a deux classes d'actifs, les trois qui vont finalement se dégager. Les bureaux centraux prime dans les cœurs de ville, de petites surfaces, les locaux d'activité et la logistique. C'est ça que nous allons finalement acquérir sur Interpierre Europe centrale. Dans un premier temps, nous allons construire uniquement un portefeuille polonais. Donc à la question finalement de l'Ukraine, la réponse est que finalement les classes d'actifs que nous visons ne sont absolument pas touchées. Nous achetons, alors ça c'est un petit peu technique, mais nous n'avons pas de risque de devise parce que nous achetons en euros et que nos loyers sont payés en euros et que nos comptes bancaires sont en Pologne. Et donc, alors on peut baisser finalement. Nous avons commencé à construire un portefeuille finalement autour de locataires que vous connaissez. En bas à droite, que l'on peut quasiment citer, Technicolor, Uber, Man Truck, c'est le groupe Volkswagen. Et donc, pour faire très simple, parce que je vois que le temps passe et je ne vais pas tout passer, ce qu'on achète en Europe centrale, ce sont des actifs récents, parce que l'émancipation et la croissance économique est récente, qui ne nécessiteront pas de travaux parce qu'ils sont récents dans les années à venir, avec des locataires les plus solides possibles aujourd'hui sur le marché, des bolons, des rendements où vous pouvez, dans les cœurs de ville, vous aurez des rendements qui finalement sont largement propices et attractifs, et une fiscalité que je ne détaillerai pas en détail, mais qui est tout à fait équivalente à celle de l'Allemagne. Les équipes, évidemment, des manuels sont à votre disposition. Donc, globalement, l'offre que nous avons détaillée de Parev Gestion, c'est l'Allemagne, l'Europe centrale, avec cette prime de risque en rendement que vous voyez ici, et cette même fiscalité. Voilà, j'ai essayé de faire concis parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Eh ben, écoute, super. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions, Colline, sur le chat auxquelles on n'a pas répondu. Non, Pierre-Antoine, il a répondu à pas mal de questions. Il y en Ok, avait super. juste une Ouais, sur le… il y en avait deux, oui, c'était quelle est l'influence du DPE sur les marchés immobiliers? Eh ben justement, je suis en train d'y répondre. Ah Ah, bah génial. ah bah voilà, Alors, je ne sais bah pas si vous voulez que je parfait. le fasse à haute voix. Ah bah allez, à vous de voir. Ah Dernière oui, comme ça, à proposition. la limite, oui. Ouais. Bon, aujourd'hui, un immeuble, en fait, quand il a 40 ans, pour nous, ça paraît pas vieux. Je suis désolée, j'ai pas mis la lumière. Du coup, je me rends compte que je suis dans un noir absolu. C'est pas grave. Un immeuble qui a 40 ans, pour nous, c'est pas très vieux, mais aujourd'hui, c'est considéré comme obsolète, clairement. Ah ben, la lumière fut, très bien. Il y a le décret tertiaire, vous savez, celui qui vise justement à réduire et à diminuer drastiquement en fait les dépenses énergétiques de chacun des immeubles, mais il y a aussi toutes les passoires énergétiques. Il y a plus de 5 millions aujourd'hui de personnes qui vivent dans des passoires énergétiques. Donc, tout ça, c'est un potentiel énorme sur la partie réhabilitation et transformation. Donc, finalement, sur le recyclage urbain. Donc, tout ce que vous venez d'évoquer aujourd'hui sur les DPE, l'obsolescence programmée, les différents décrets réglementaires par rapport à l'environnement, ce sont autant d'opportunités pour des acteurs comme Novaxia, en tout cas, qui agissent sur la réhabilitation et la transformation en autre chose. Et donc, notre métier, c'est finalement de répondre à la pénurie en utilisant tous ces actifs-là dont plus personne ne veut pour les rendre accessibles et utilisables par tous. Merci, Vanessa. Je vous en Merci. prie. Donc, si on devait conclure, on va dire qu'on est donc sur un marché qui, comme les obligations aujourd'hui, en matière financière, ont des rendements qui sont assez historiques. Et donc, c'est le bon moment, on va dire, pour investir dans des SCPI, mais des SCPI qui collectent, qui seront donc en position de force pour acheter dans de bonnes conditions de rendement et éventuellement plus tard de valorisation. Par contre, comme l'argent n'est pas gratuit, la différence se fera sans doute sur la sélection des biens et sur votre talent de négociation. Et nos clients comptent donc sur vous. Et j'ai envie de dire, comme dirait Patrick Bruel, on peut se donner rendez-vous, mais peut-être pas dans 10 ans pour faire le point, peut-être dans 6 mois, 1 an, voir comment ça s'est passé et faire un petit point. En tout cas, je vous remercie. Je vais vous faire passer un petit sondage de nouveau. Un sondage numéro 2 pour voir s'il y a des petites choses qui ont évolué.
Et j'en profite pendant ce sondage pour remercier les 3 intervenants qui ont accepté de déborder un petit peu sur les horaires, remercier Colline et Pierre qui m'ont accompagné et Anaïs dans le montage de ce webinaire, et puis bien Avec plaisir. évidemment remercier tous les clients qui nous sont fidèles et qui nous font confiance. Je pense que sur les SCPI, on s'est peut-être pas trop trompé ces derniers temps. En tout cas, merci à tous pour votre participation, et puis je vous dis à très bientôt. Et Très j'attends belle soirée, à bientôt. la fin du sondage pour vous partager quand même le sondage. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes plateformes que vous voyez, Facebook, LinkedIn, notre site internet, Spotify et YouTube, où on partage plein de contenus de ce type. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à regarder ce qu'on fait pour vous. Et un replay sera à disposition des clients, hein, pour ceux qui n'ont pas D'ici pu début de tout semaine prochaine, écouter. effectivement. Voilà. Allez, je vais mettre fin au sondage. Suspense, suspense, suspense. On a quand même déjà... J'attends juste 75% de participation. C'est quand même pas mal, hein. Si on avait ça aux élections, je pense qu'on serait content. Allez, je mets fin, ça y est, 75%. Hop, je partage les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez. En tout cas, on a quasiment 90% des personnes qui ont été rassurées par votre intervention. C'est plutôt pas mal. Et toujours, quels sont les secteurs, du coup, qui ont votre préférence? On voit que le bureau, du coup, a un petit peu monté, et puis que les autres restent quand même bien hauts, hein. Donc, la transformation est toujours au rendez-vous. La logistique, on en a un petit peu moins parlé ce soir, c'est un petit peu normal. Et la santé, c'est sur toutes les lèvres en ce moment. Donc voilà. Écoutez, merci à tous. Et puis, Merci beaucoup. je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on vous dit à très bientôt. Très Belle bientôt. soirée à tout le monde, à bientôt. À bientôt. Merci, Ciao, bonne ciao. soirée.